Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision nationale du Bénin. Voici les grandes articulations. Matin inaugural solennel pour la CENAM aujourd'hui au cœur de la semaine du numérique. Les enjeux de la transformation des médias à plein feu sur les canaux digitaux qui transforment les usages et l'économie des médias. Bilan de santé, quand, à quelle fréquence et utilité de ce contrôle général qui permet d'examiner l'état de marche de l'organisme. Le dossier santé de ce journal vous apporte des réponses. Et puis, qui de Trump ou d'Harris sera le prochain président américain? Tournant historique ce mardi pour les États-Unis. La Côte d'Ivoire, quant à elle, veut ravir la première place au Nigeria et à l'Afrique du Sud dans l'audiovisuel. Au Botswana, Douma Boko est élu président. Alors, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec ce journal à l'ouverture duquel une question à l'ouverture aussi de la CENAM qui restera d'ailleurs transversale tout au long de la semaine du numérique. Quels sont les enjeux pour les médias classiques à cette ère du numérique? Focus ce matin à l'ouverture de la CENAM sur les réseaux sociaux, blogs, plateformes de streaming, bref, les nouveaux canaux de communication qui transforment le paysage, les usages et l'économie des médias. Au moment inaugural de l'événement, vitrine du numérique au Bénin, Rebecca Kendiaroundé, Alexis Quenam. Un post, un like, un commentaire, un partage et l'information devient virale. Peu importe votre position géographique. À l'ère de cette révolution numérique, l'information circule à une vitesse de croisière. Une vitesse que ne peuvent concurrencer les médias traditionnels sans s'y adapter. Cette semaine du numérique se veut donc être un espace d'échange autour des enjeux de ces nouveaux canaux de diffusion. Repenser la régulation audiovisuelle à l'ère du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux mutations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. La régulation des médias est une activité qui impose aux régulateurs l'accès à l'information, à sa source physique, pour son analyse en vue d'une éventuelle sanction en cas de dérapage. Et des dérapages, on en enregistre souvent au niveau de ces nouveaux canaux de diffusion, comme par exemple la désinformation, cette facilité de diffuser ou de partager des informations fausses, biaisées, ou encore la diffamation et la violation de la vie privée. C'est pourquoi il me paraît nécessaire qu'il soit abordé au cours de cette semaine du numérique, la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias avec l'obligation de protéger les données à caractère personnel. Nous aborderons des thématiques cruciales pour l'avenir de notre paysage médiatique à travers plusieurs panels et masterclass. Nous parlerons du fact-checking, un enjeu primordial à l'ère des fausses informations, avec des conseils pour éviter les pièges et garantir la qualité de l'information. L'intelligence artificielle, on y vient, générative et son impact sur les médias, notamment la production de contenu, feront également partie des débats. Disparaître ou se réinventer, les médias n'ont plus de choix aujourd'hui. Et la SONOM 2024 fait bien de faire un focus sur la transformation digitale du quatrième pouvoir. Échanger, apprendre, réseauter. La semaine du numérique édition 2024 offre une large gamme de panels aux professionnels des médias pour une immersion totale au sein des nouvelles mutations de la révolution numérique pour plus de liberté, mais également de responsabilité.
Du numérique, passons à la finance. La finance inclusive qui s'impose dans la politique économique des pays africains pour favoriser l'accès des plus démunis au financement et améliorer la bancarisation, entre autres enjeux. Les universitaires s'emparent de ce sujet pour faire des préconisations scientifiques, comme ces experts et chercheurs mobilisés dans un colloque international ouvert à l'université d'Abomey-Calavi. Alain Sochoumain, Bernard Djorbet. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, les participants à ce colloque international sur la finance inclusive réfléchissent sur comment bâtir une économie viable pour un développement durable en Afrique. Ce colloque se présente utilement comme une occasion précieuse de réfléchir collectivement afin d'exploiter pleinement le potentiel pouvant prendre en charge les exigences socio-économiques ainsi que la volonté de co-construire un modèle de développement plus inclusif. Vos contributions et propositions vont certainement être de la plus grande utilité pour une nouvelle dynamique de l'économie, des territoires et d'amélioration de leur résilience. Ici au Bénin et dans le monde entier, nous croyons fermement que des politiques économiques inclusives peuvent transformer des vies, des communautés et des nations entières. La tenue de ce colloque trouve son fondement dans l'observation selon laquelle, malgré les avancées économiques du monde, les inégalités sociales persistent. Cette crise est venue rappeler une fois encore que la croissance économique de ces dernières décennies n'a pas été inclusive. Mieux, elle ne le sera pas sans une détermination très forte de tous les acteurs, sans la volonté affirmée de nos leaders et de nous tous à construire une économie résolument et effectivement inclusive. Les travaux de ce colloque international durent 3 jours, au cours desquels les participants espèrent trouver des débuts de solutions pour une implication plus prononcée des populations dans les politiques économiques. Des éléments de politique économique, passons aux résultats de la politique agricole du Bénin en matière d'élevage. Selon le bilan fait récemment par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le pays a des raisons d'être rassuré par les mesures qui garantissent aux consommateurs des stocks de protéines animales. On écoute ici Gaston Kossidossoui dans quelques séquences proposées par Amandine Aniambossou. Je prends une filière à haute valeur ajoutée qu'est le cajou. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Nous avons procédé à des éclaircies, à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis plus de 4 milliards dans cette affaire de réhabilitation des vieux vergers. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés. Nous voyons que la survie des plants n'est pas à 100%. Et nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le regarnissage de ces plants, les entretiennent pendant 4 à 5, 6 mois même, pour qu'on soit sûr que les plants ont survécu. Et fort de ça, maintenant, ils seront faits. Sur l'ananas, par exemple, avant 2016, nous étions à quelques 400 000 tonnes de fruits. Les actions phares qui ont été menées dans ce domaine, c'est premièrement d'obtenir l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est très important pour aller sur le marché. La deuxième action forte, c'est de produire l'ananas avec des rejets sélectionnés, homogénéisés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller déjà autour de 550 000 tonnes d'ananas produits au Bénin. Le riz, avant 2016, nous étions à 204 000 tonnes de paddy par an. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 600 000 tonnes de paddy. Et avec les aménagements que nous avons en cours, si tout cela est bouclé convenablement avec 2 saisons,
Nous pouvons même titiller 1 million de tonnes de paddy. Sur les racines et tubercules, les avancées sont sensibles. Mais le problème des racines, je parle surtout de manioc, si vous produisez une année et qu'on n'a pas transformé et que le marché n'a pas été bon, l'année suivante, les gens ne plantent pas. Mais aujourd'hui, comme le marché est très ouvert, avec la pression que nous avons sur ces produits-là, nous avons déployé beaucoup plus d'énergie pour davantage renforcer la disponibilité en gari, en tapioca et en d'autres produits, et surtout la farine panifiable qui va bientôt être incorporée au blé pour réduire un peu la pression sur le pain. Nous venons de suivre plutôt quelques séquences du bilan fait par le ministre Gaston Kossi Dossoui sur la production végétale, sur la production animale. Rendez-vous dans nos toutes prochaines éditions. Le Bénin s'était réjoui d'avoir rapatrié 26 œuvres royales préemptées par les colons, mais il en manquait une, 27e. Il s'agit du tabouret royal Cataclé, emporté par le général français Alfred Dodds en 1892. Où était-il passé, le Cataclé? Ce trésor royal était détenu dans des musées de la Finlande. Le Bénin en a obtenu la restitution aussi, une œuvre précieuse et chargée de symboles dans la royauté du Bénin et l'histoire de ses peuples. Sa restitution est intervenue hier 4 novembre après une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, et son homologue finlandaise, Elina Valtonen, redécouvert grâce à l'engagement des citoyens béninois. Mais bravo à tous les engagements. Quelles sont les avancées en lien avec l'ODD 6 consacrée à l'accès à l'eau? Où en est-on? Où en est le Bénin dans la GIR? La GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Pour faire le point, le ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines, en partenariat avec l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, organise des journées portes ouvertes sur la GIR au Bénin. Heureuse d'annoncer, Françoise Insou pour les Échos. C'est un cadre idéal de réflexion sur les enjeux et défis liés à la gestion intégrée des ressources en eau GIR pour des solutions plus durables et inclusives. Ces journées portes ouvertes sur la GIR sont une première au Bénin. Il s'agit pour nous de faire la lumière sur les avancées de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin, au niveau des actions développées dans le cadre de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, dans le cadre du suivi des ressources en eau, de la lutte contre les inondations et dans le cadre également de la concertation des différents acteurs, parties prenantes pour une gestion de nos ressources en eau et la préservation des écosystèmes connexes. La gestion intégrée des ressources en eau est un pilier de développement méconnu, mais indispensable dans tous les aspects de la vie. On peut noter une bonne évolution du secteur avec le degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau qui est passé de 36,5 en 2018 à 68% à la fin de l'année 2023. Au terme de l'année 2024, nous estimons que la gestion intégrée des ressources en eau sera mise en œuvre à un taux de 70%. Les résultats phares de ces dernières années témoignent de cette excellente relation de coopération bilatérale entre le Bénin et l'Allemagne, comme par exemple la création d'un site intégré pour le maraîchage biologique et la pisciculture à Pesseroux, pour mentionner seulement quelques exemples. Que le concept de la GIR soit mieux appréhendé par tous, mieux développé avec des résultats concrets et que les partenaires techniques et financiers et le grand public soient mieux informés. Tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. Elles durent 2 jours. Voilà pour le bilan dédié à la gestion des ressources en eau, non seulement pour l'agriculture, mais pour la consommation du manège. Mais quid pour l'eau potable? Bonne nouvelle pour les écoles à cantine des communes de Didja et Zaputa dans le département du Zou. Grâce au projet eau potable pour écoles à cantine mis en œuvre par le gouvernement, ces communes bénéficient désormais d'eau propre. Les ouvrages hydrauliques dédiés ont été réceptionnés sous les yeux de nos reporters Simon Villon et Blaise Adampo. Dans le département du Zou, une belle page de l'histoire s'écrit grâce au projet eau potable pour école à cantine PEPEC.
7 établissements des communes de Djidja et de Zakota disent adieu au calvaire causé par l'absence de la source vitale. Des postes d'eau autonomes sont réalisés au profit de ces écoles pour desservir la cantine. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, puisqu'il y a de cela plusieurs années, la population de Salakon souffrait cruellement de l'eau, en particulier l'école. La cuisson était vraiment difficile pour la cantine, mais quand nous avons appris que le projet PEPEC nous a gratifié de ce joyau, ça, ce fut une joie. L'arrivée de l'eau potable dans l'école de Dramé nous a vraiment diminué ces peines-là. On est très contents, très ravis parce qu'on ne se démène plus avant de trouver de l'eau. Et quel genre d'eau? De l'eau potable, et les enfants en bénéficient beaucoup. Fini la misère donc pour ces écoles à cantine et surtout pour le collège d'enseignement général Mougnon qui bénéficie d'un branchement particulier. Les élèves ont de quoi étancher leur soif après les activités pédagogiques. C'est vrai que le collège n'était pas destiné dans le projet, mais dans la zone, nous avions eu la chance d'avoir la nappe qu'il faut, la nappe nécessaire pour que nous puissions pomper donc l'eau. Et donc nous avions profité pour demander bien sûr qu'on nous essaye de donner un point d'eau ici afin que nos élèves puissent en bénéficier. Nous prenons l'engagement ferme de prendre soin de ce trouvaille, d'y veiller. Dans les communes de Djidja et Zakota, l'eau potable draine du monde. À la bonne fontaine du PEA de Dramé-Tandji, les femmes ont retrouvé le sourire grâce à l'eau potable qui coulera désormais en permanence. Accès universel à l'eau potable ou eau potable pour tous, c'est aussi désormais le cas des écoles à cantine du département du Plateau. Simon Villon et Blaise Adanko, nos reporters, ont capté à travers le sourire qui inonde le visage des femmes des localités bénéficiaires une soif enfin assouvie. Reportage. Il faut s'y rendre pour se rendre compte de l'importance que revêt l'eau potable pour les populations des localités éloignées des communes d'Adjawéré, de Sakété et de Kétou. Une chose est sûre, le gouvernement ne s'éloigne pas de son objectif de rendre disponible la première denrée humaine. Des écoles à cantine comme Ita Igbebi, Igbo Adou, Ita Akadi sont dotées en points d'eau potable pour soulager les peines des jeunes apprenants, mais aussi des bonnes dames qui assurent la cantine. D'abord, quand les bonnes dames viennent, il faut d'abord attendre celui qui viendra vous chercher de l'eau. Peut-être que vous l'attendez et c'est autour de 10 heures, lui vient. Et ça bloque les bonnes dames. Maintenant, aujourd'hui, vous venez là, à n'importe quelle heure, elle dit, vous avez l'eau et puis ça démarre automatiquement. L'eau, c'est la vie. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien. On remercie le gouvernement de Patrice Talon, vraiment qui a doté cette école-là de cette eau que nous souhaitons depuis des années. 12 écoles sont bénéficiaires de postes d'eau autonomes dans le département du Plateau. Un nombre important dans les 32 du lot 2 du projet eau potable pour école à cantine PEPEC. Pour toute la phase 2, la réalisation est faite sur budget national. Ces ouvrages nous ont coûté environ 3 milliards de francs CFA, entièrement financés sur le budget national. Nous pouvons quand même noter une bonne satisfaction par rapport aux ouvrages exceptionnels. Les PEA, avant leur réception provisoire, font l'objet d'une inspection minutieuse. D'abord, nous venons d'abord constater la présence physique d'abord du forage réalisé. Nous constatons le montage du PEA. Nous voyons la clôture grillagée qui est faite. Et après cela, nous procédons au test. Et le test de fonctionnement consiste à d'abord constater que l'indicateur de niveau de volume d'eau dans le château, cet indicateur fonctionne très bien. Après, nous procédons à la vidange du système de manière à diminuer l'eau, la quantité d'eau dans le réservoir pour pouvoir observer le déclenchement automatique du renouvellement d'eau. Le processus de délivrance du service public est bien structuré. Il y a la phase de réalisation des infrastructures, donc de constitution du patrimoine, mais aussi la phase de l'exploitation du patrimoine par des opérateurs privés, professionnels et surtout qualifiés. Donc le gouvernement s'est attelé à ça et a mis tout le dispositif aujourd'hui en place. C'est Omilaye qui est l'opérateur choisi par le gouvernement
pour assurer la gestion des 32 postes d'eau autonomes du PPEC 2 dans les départements concernés par le lot 2. Bilan santé, c'est le sujet du dossier santé. Quand, à quelle fréquence doit se faire ce contrôle général qui permet d'apprécier l'état de marche de l'organisme et au besoin d'anticiper pour prévenir des maladies potentielles. Bilan de santé est plus qu'une simple formalité de santé, un réflexe salutaire. C'est le dossier signé Général Afouda Monsiaboka. Le bilan de santé, un ensemble de tests cliniques et d'examens. Il peut être fait par toute personne désirant connaître l'état général de sa santé. Le bilan de santé, c'est l'ensemble des examens cliniques, c'est-à-dire faits par un médecin, et paracliniques, c'est-à-dire des examens radio du sang et des urines qui vont permettre à la personne d'avoir une idée sur son état de santé. Le premier intérêt, par exemple, c'est vous êtes rassuré après avoir fait votre bilan de santé, vous savez à quoi vous en tenir. Et l'autre, c'est que vous êtes conseillé par le médecin en fonction des résultats que vous aurez eus. Vous saurez par exemple si vous avez un facteur de risque, le problème cardiaque, après avoir fait par exemple le CG, ou soit vous savez si vous aurez un problème rénal ou pas. Donc ça permet de prévenir ces facteurs de risque, ou soit même de les supprimer. L'importance du check-up complet s'avère donc indéniable. Pourtant, il n'est pas toujours intégré aux habitudes saines. Moi, non, je n'ai jamais fait bilan de santé. Pourquoi? Moi, juste parce que quand on est bien portant et qu'on ne se sent pas mal à l'aise, on n'est pas obligé de faire un bilan de santé. Je me rappelle il y a longtemps, mon papa m'avait amené. J'avais rien, mais j'étais parti faire. On m'a examiné. Je crois que j'étais en première comme ça. Ça fait une dizaine d'années? Oui, ça fait une dizaine d'années. J'ai fait un bilan de santé il y a de cela 5 ans. Hein. Donc oui, je l'ai fait une fois. Vous l'avez fait spontanément ou parce qu'il y avait une raison particulière? Non, la première fois, je dirais, que je l'ai fait, c'était sur demande de médecin. Donc pas obligation, quoi. Donc vous n'avez plus jamais fait après ces 5 ans-là? Non. Je n'ai jamais fait un bilan de santé. Pourquoi? Parce que nous, on préfère les tisanes. Chez nous, on prend très souvent, régulièrement des tisanes chez nous pour ce genre de choses-là. Diverses raisons peuvent expliquer la quasi-inexistence de la culture de faire son bilan de santé. Il y a ce qu'on appelle l'idéologie de la santé parfaite. Et cette idéologie de la santé parfaite, qui est l'idéologie fondatrice de toutes les réflexions en santé publique, fait croire que les gens doivent savoir. Or, les choses ne se savent pas toujours de façon spontanée. Il y a donc besoin d'un travail d'éducation. Il y a ce qu'on appelle les signes précurseurs. Et ces signes précurseurs sont en général de l'ordre du ressenti. Donc quand l'individu ne ressent pas un certain nombre de signes de malaise par rapport à ce qu'il est d'ordinaire, il n'y a pas ce processus déclencheur qui donne envie d'aller vers. Parce que nous sommes en Afrique, la perception la plus directe, elle est d'ordre magico-religieuse. On parle alors de la logique de la persécution. Et cette logique de persécution fait que, de façon spontanée, un malaise qui dure, par exemple, on ne le lie plus à un dysfonctionnement physiologique, mais à une dimension extérieure qui est persécutive, donc qui peut être la main de l'autre, le génie et tout ce que vous voulez. Le bilan de santé se fait à jeun. Il est préconisé de le faire une fois par an. On va parler de santé au travail à présent. Les points focaux santé du ministère des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle s'outillent sur les questions sanitaires en milieu de travail. C'est au détour de la première session de formation au programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et autres maladies. Objectif, prévention de ces maladies. Estelle Pazou, Simon Villon. Attention soutenue à cette première session de formation des points focaux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ils en apprennent davantage sur le CNLSTP et ses programmes de mise en œuvre. Le CNLSTP, qui est le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme,
les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, est l'organe de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre les maladies prioritaires et les épidémies au Bénin. À ce titre, il est chargé non seulement de la définition et de la planification des politiques et stratégies de lutte contre les maladies couvertes, mais aussi du suivi et de la mise en œuvre des interventions, des projets et programmes sur l'ensemble du territoire. Au sortir des 2 jours de travaux, l'objectif poursuivi est de mettre au même niveau d'information tous les points focaux. Il s'agit notamment des tâches qui leur sont dévolues pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Et je voudrais demander à nos participants et surtout à ceux qui viennent de loin de tenir à cœur les objectifs de ce rassemblement. Quel est le rôle de chacun de nous dans la chaîne de mise en œuvre? De quels moyens disposons-nous et où trouver les 10 moyens? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de trouver des approches de réponse. Plusieurs communications seront présentées pour amener les participants à s'imprégner des attributions, organisations et fonctionnements du CNLSTP et également des moyens de lutte contre les maladies ciblées. Qui de Kamala Harris et de Donald Trump sera le prochain président des États-Unis? Les Américains sont conviés à un choix stratégique et historique ce mardi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ambitionne d'occuper la première place devant le Nigeria et l'Afrique du Sud dans le paysage audiovisuel africain. Et puis au Botswana, Douma Boko est élu président de la République. Suivant le tour avec Aïe Lodjou, Amosou et Sintish Kimpon. Ce mardi va marquer inévitablement un tournant historique. L'Amérique choisit entre Kamala Harris et Donald Trump pour entrer à la Maison-Blanche à l'issue d'une campagne d'une intensité remarquable, demeurée incertaine jusqu'à la dernière minute. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, heure locale, sur la côte est des États-Unis et des millions de personnes vont ajouter leur vote aux plus de 82 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, dont les personnalités et les visions ne pourraient être plus différentes. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un carrefour de l'audiovisuel en Afrique. La 2e édition du Salon international du contenu audiovisuel a débuté ce mardi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, et doit réunir jusqu'à jeudi 250 professionnels du secteur venus d'Afrique, mais aussi d'Europe ou d'Amérique du Nord. Le ministre ivoirien chargé de la communication a déclaré vouloir placer la Côte d'Ivoire au premier rang dans le paysage audiovisuel africain, actuellement dominé par le Nigeria et l'Afrique du Sud. Notre ambition est claire, elle est nette, il n'y a aucune ambiguïté dessus. C'est vraiment occuper une place importante dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique. Le secteur de l'audiovisuel est créateur de richesses, peut apporter une part contributive importante au PIB d'un pays. Nous estimons donc que la Côte d'Ivoire, en tant que première puissance francophone de l'Afrique de l'Ouest, a toute sa place donc, dans ce secteur de l'audiovisuel. Le nouveau président du Botswana, Douma Boko, a salué lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur une transition démocratique exemplaire sans drame, sans appréhension à l'issue des élections qui ont détrôné le parti au pouvoir depuis 58 ans. Douma Boko, nouveau président, incarne une forme de renouveau porté par son charisme d'orateur et son style soigné, à l'image de sa raie tracée à la tondeuse. Il dit endosser avec humilité les responsabilités et attentes considérables qui sont en jeu dans le pays à l'économie en berne.
Il saisit l'occasion pour s'adresser aux hauts responsables et fonctionnaires de l'État qui va écarter toute notion de clientélisme. Le président sortant Mazizi a de son côté souligné que la démocratie n'était pas une abstraction. Son parti au pouvoir depuis l'indépendance des Britanniques en 1966 doit désormais apprendre comment être une minorité d'opposition. Fin de cette livraison de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.